Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Je trouve que c'est très important de le revoir. Je voudrais que je le partage avec vous. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Monsieur le Président, bonjour. Nous nous trouvons à Moscou, donc ma première question est quel est le but de votre déplacement dans la capitale russe? Pour commencer, je voudrais saluer tous les téléspectateurs de RT et je suis heureux de discuter ici sur cette chaîne russe populaire. La délégation malgache est ici, comme je l'affirme tous les jours, pour réaffirmer l'idée que dorénavant, Madagascar est ouvert à tous les pays du monde, en particulier aux pays avec qui le peuple malgache peut espérer des avantages. C'est le but de notre venue ici. Élaborer une coopération avec le gouvernement russe. La question que je suis obligée de vous poser, vous parlez parfaitement le français, mais vous avez préféré de faire cette interview en langue malgache. Pourquoi? On veut montrer qu'on est fier d'avoir notre culture et d'avoir la langue malgache. Nous voulons démontrer que nous, les Malgaches, on a notre culture et on a notre propre langue. Est-ce que lors de cette visite officielle en Russie, vous prévoyez de signer des accords en Russie et quel impact ces accords pourraient avoir sur la vie quotidienne de la population malgache? Nous sommes venus ici en Russie dans le but de développer cette nouvelle coopération. Cela dépend de quoi nous allons parler et s'il y aura ou non quelque chose à signer. Mais nous espérons que nous signerons beaucoup d'accords aujourd'hui car nous pensons que nos deux pays peuvent en tirer des bénéfices respectifs. Et c'est aussi l'honneur du peuple malgache que je défends ici. J'espère que cette coopération pourra changer le niveau de vie du peuple malgache petit à petit. La Russie a toujours été un partenaire fiable en matière de sécurité pour les pays africains. Quelles mesures concrètes Madagascar envisage-t-il de prendre pour développer sa coopération militaro-technique avec la Russie? Donc comment exactement Madagascar va coopérer avec la Russie dans ce domaine? La coopération entre Madagascar et la Russie remonte à l'époque de l'URSS. Mais cette coopération n'était pas assez prononcée. L'armée malgache n'utilise que des armements russes depuis toujours. Nous pensons renouveler ces armements et augmenter l'efficacité de l'armée malgache en coopérant avec l'armée russe. Monsieur le Président, Madagascar vient de subir de chocs climatiques. Je parle bien sûr des cyclones Fitia et Josani. Ce dernier a particulièrement ravagé Tamatave et sa région avec un bilan national qui s'alourdit de jour en jour. Au-delà de l'urgence humanitaire, comment l'État malgache organise-t-il la réponse à cette crise à l'échelle nationale? Le pays de Madagascar, en tant qu'île, est habitué à ce genre de cyclone tous les ans. Effectivement, le cyclone Gizani, pour confirmer ce que vous venez de dire, a été intense. Nous avons subi beaucoup de dégâts à cause de ce cyclone, mais nous avons des moyens pour gérer ce genre d'événements, comme le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Malheureusement, il est difficile pour le gouvernement de faire face à ce genre de danger climatique qui touche la population malgache, de reconstruire, ainsi que de répondre aux besoins du peuple malgache après ces événements tragiques. C'est pour cela que nous avons discuté avec des organisations internationales et des pays comme la Russie, qui va nous aider prochainement, afin de faire face à cette situation. C'est ce qu'on envisage pour y faire face. La Banque mondiale et des pays comme la Chine et la France
ont apporté leur aide, mais on espère recevoir de l'aide provenant de la Russie pour soulager la situation et restaurer Toamasina après ces événements. Voilà, en parlant d'un soutien international, notamment russe, la Russie a récemment livré un hélicoptère Mi-8 et des camions pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. En quoi ce soutien logistique est-il crucial dans le contexte actuel où de nombreuses zones de pays restent isolées? Comme vous venez de le dire, ce matériel nous aidera, notamment l'hélicoptère Mi-8 qui peut transporter jusqu'à 20 personnes et les 6 camions qui peuvent transporter plusieurs personnes aussi, dont 3 sont déjà arrivés à Madagascar et 3 sont en attente. Mais il y aura aussi un pont Bailly qui mesure jusqu'à 1 kilomètre. Nous pensons que ce matériel très divers nous aidera dans la réparation des dégâts à Madagascar, en particulier dans les régions isolées que vous venez de mentionner, à cause des cyclones qui sont nombreux à l'heure dont on parle. Il est difficile d'approvisionner ces zones-là sans hélicoptère, et on en remercie la Russie. Nous sommes aussi ici à cette réunion de haut niveau parce que nous espérons recevoir encore davantage d'aide. Les questions sur la politique antérieure de Madagascar, votre accession au pouvoir s'est déroulée dans un contexte de manifestation de masse et de destitution du président précédent, Andry Rajoelina, en octobre 2025. Quel est le calendrier et la feuille de route prévue pour la tenue d'élections ainsi que les réformes clés visant à stabiliser la situation dans le pays? Ce qui est important dans ce travail de rénovation de la République est ce qui suit. Premièrement, il faut répondre aux réclamations du peuple qui est descendu dans les rues de la capitale de septembre à octobre. Deuxièmement, il faut une concertation nationale, ce qui veut dire la préparation d'élections et une modification du code électoral et des listes électorales. Mais jusqu'ici, cette feuille de route n'a pas encore été mise en place. Quand je reviendrai dans mon pays, je convoquerai le comité de pilotage qui gère cette concertation nationale. D'ici le 28 février 2026, le gouvernement malgache doit remettre cette feuille de route à la communauté de développement d'Afrique australe et à l'Union africaine pour dissiper le moindre doute concernant l'absence de cette feuille de route. La politique intérieure de Madagascar est confrontée aux défis posés par la crise économique et l'instabilité politique consécutive aux événements de 2025. Quelles mesures votre gouvernement prend-il pour lutter contre la pauvreté, développer les infrastructures et prévenir les conflits régionaux? L'un des défis que nous affrontons en ce moment est le manque de financement pour notre action. À Madagascar, tout est une question de priorité, que ce soit au niveau social, au niveau des infrastructures, ainsi que pour l'eau et l'électricité, qui sont l'un des défis majeurs que nous cherchons à relever. Nous avons déjà la PGE, ou Politique Générale de l'État pour la Refondation, que nous envisageons de déployer sur 24 mois. Mais c'est pour cela aussi que nous cherchons des partenaires pour faire face à ces défis qui sont absolument destructeurs et que nous n'avons pas les moyens de régler seuls.
L'arrivée d'aides financières et d'investissements à Madagascar nous aidera à nous relever. C'est pour cela que nous sommes venus ici en Russie, car nous pensons qu'elle peut nous aider, en partie, à lutter contre la pauvreté à Madagascar en ce moment. Madagascar possède un potentiel important dans les énergies renouvelables et l'exploitation minière. Comment évaluez-vous les perspectives d'approfondissement du partenariat avec la Russie dans le secteur de l'énergie? Le gouvernement russe a de l'expertise en ce qui concerne les énergies. Et cette expertise nous donnera l'occasion de mettre en valeur les richesses de Madagascar. Et nous disposons effectivement de tout en matière d'énergie renouvelable. Du vent, du soleil, de l'eau, l'océan. Nous espérons pouvoir collaborer dans ce domaine pour résoudre les problèmes énergétiques de Madagascar. C'est l'un des sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec la Russie. Je suis accompagné du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures de Madagascar pour pouvoir développer cette coopération sur les énergies. En parlant d'investissement dans les infrastructures, envisagez-vous d'attirer des entreprises russes telles que les chemins de fer russes ou Gazprom pour la réalisation de grands projets? Notre politique est de s'ouvrir aux pays avec qui nous pouvons travailler. L'un des buts de notre visite est d'attirer les entreprises étrangères telles que Gazprom et Rosatom, qui sont toutes les bienvenues. Nous avons été en contact dernièrement avec plusieurs entreprises telles que Geoska qui veulent investir à Madagascar et que nous recevons avec plaisir. Nous espérons pouvoir en bénéficier pour apporter du changement à Madagascar. L'agriculture est le pilier de l'économie malgache. Quelle initiative de modernisation du secteur agricole prévoyez-vous en partenariat avec la Russie? Je suis actuellement accompagné du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, et c'est ce qui prouve notre souhait d'élargir la coopération avec le gouvernement russe dans ce secteur. Nous pensons que cette collaboration pourrait améliorer les méthodes de travail à Madagascar. Il existe en ce moment à Madagascar une coopération avec le gouvernement russe, mais nous souhaitons la développer. Le but de ma gouvernance est de lutter contre la sous-alimentation à Madagascar. Nous avons des agriculteurs qui représentent 75 à 80% de la population malgache à la campagne. Nous croyons que le développement de ce secteur est l'un des avantages que nous espérons apporter pour lutter contre la pauvreté et élever le niveau de vie des Malgaches, et ce avec l'aide du gouvernement russe. La question sur la politique étrangère, quand vous êtes arrivé au pouvoir en octobre 2025, Madagascar a annoncé son intention de devenir un pays partenaire des BRICS. Pourquoi une telle volonté, pourquoi cette envie de coopérer avec cette alliance? Concernant notre politique étrangère, nous nous ouvrons à tous les partenariats avec qui il nous est possible de coopérer. Nous pensons que coopérer avec les BRICS nous ouvrira de nouvelles portes. Il y a des coopérations que nous pensons obtenir avec les BRICS. Et nous pensons en tirer des résultats.
C'est pour cela que nous sommes ici en Russie pour obtenir un soutien sur ce projet. Tout au long de notre entretien, vous parlez de votre volonté de coopérer avec la Russie, le fait que vous êtes arrivé à Moscou et vous allez bientôt rencontrer Vladimir Poutine en témoigne bien sûr. Et cette volonté de coopérer avec la Russie a suscité une vive réaction de la part des pays occidentaux. Quelles sont vos priorités en matière de politique étrangère pour l'année 2026 ou pour les années à venir? Je voudrais réaffirmer que nous désirons travailler avec tous les pays. C'est une décision qui a été prise par le peuple durant les luttes des mois de septembre et octobre. Jusqu'ici, nous n'avons pas de réaction négative venant de l'Occident. Et d'ailleurs, nous continuons de coopérer. Quand le CAPSAT a accédé au pouvoir, c'est le gouvernement russe qui est venu vers nous. Et nous espérons que cette coopération pourra se renforcer et continuer. Croyez-vous que de nos jours, avoir une coopération égale avec la Russie et les pays occidentaux, c'est possible dans le contexte actuel? Nous, les Malgaches, nous pensons que c'est possible. C'est ce que nous pensons. Les Malgaches sont un peuple de paix. Nous sommes accueillants. Jusqu'à ce jour, nous n'excluons aucun pays. S'il est possible de coopérer avec un pays, nous ouvrons toujours nos portes. Cela ne devrait pas nous poser de problème personnellement, parce que Madagascar est ouvert à tous les pays du monde et tous les pays peuvent coopérer avec nous. Il n'y a pas très longtemps, donc le service de renseignement extérieur russe a publié un rapport selon lequel Emmanuel Macron veut avoir en revanche en Afrique. Et selon donc ce rapport, il s'agit d'un complot français visant à vous destituer de la présidence de Madagascar et à rétablir un régime pro-Paris dans le cadre d'une campagne plus vaste de représailles politiques en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez entendu parler de ce rapport? Ce que vous dites, je l'ai entendu sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas reçu de rapport précis à propos de cela. Je ne minimise pas ces informations, mais nous réaffirmons que nous dirigeons encore le pays et que nous ne faisons pas marche arrière malgré ces campagnes sur les réseaux sociaux qui cherchent à semer la confusion dans le pays. Effectivement, la semaine prochaine, je vais avoir une réunion avec le gouvernement français et nous verrons ce que cela donne. Mais comme je l'ai dit, nous sommes prêts à travailler avec tous les pays et le choix de travailler avec le gouvernement russe est un choix défini et nous ne ferons pas marche arrière. C'était pas l'information des réseaux sociaux, c'était l'information du service de renseignement extérieur russe. Voilà, c'était un rapport qui a été publié il y a 2 semaines. C'est juste pour préciser que je ne vais pas citer l'information des réseaux sociaux. Je n'ai pas reçu de lettre officielle à ce sujet, mais j'ai trouvé ces informations sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, je ne minimise pas ces informations. Le gouvernement que je dirige est toujours attentif. Je suis ici
et je ne tolère aucune confusion venant de l'extérieur. Ma dernière question, c'est notre chaîne RT en français. C'est déjà la deuxième fois que nous enregistrons l'interview avec vous. À la fin de l'année dernière, notre équipe donc est arrivée à Madagascar pour être la première chaîne internationale pour vous interviewer. Et par exemple, une question sur la liberté d'expression. Notre chaîne RT en français est bloquée sur le territoire de l'Union européenne à cause des sanctions, donc après le début de l'opération militaire spéciale. Hier, Emmanuel Macron a déclaré, en parlant d'Internet, elle a parlé d'Internet, mais elle a fait une déclaration suivante, je cite, « La liberté d'expression est une connerie totale ». Pourquoi c'est important d'avoir cette liberté d'expression si nous parlons, voilà, des médias par exemple, de nos jours au XXIe siècle et voilà une question sur notre chaîne. Pourquoi c'est important de donner la parole à notre chaîne RT en français par exemple? L'un des efforts du gouvernement que je dirige concerne aussi la liberté d'expression. Comme vous le voyez, nous n'avons arrêté personne souhaitant s'exprimer dans les rues, à l'exception de ceux qui visent à troubler l'ordre public. Nous, à Madagascar, nous pensons que cette liberté d'expression nous aide à nous améliorer et à nous guider vers le changement. Donc, si RT veut travailler à Madagascar, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez même vous lancer chez nous dès demain. Merci beaucoup à vous. Et peut-être c'est votre première fois en Russie, votre première visite officielle. Peut-être vous voulez adresser un petit message aux téléspectateurs de RT en français ou aux Russes qui vont regarder notre interview. Que dire, si ce n'est que nous souhaitons bien sûr tout le meilleur aux téléspectateurs et espérons que chacun pourra s'exprimer librement. Comme je l'ai déjà dit, nous vous attendons à Madagascar et envisageons d'élargir notre paysage médiatique en coopération avec RT. Avec plaisir, on va passer ce message à notre rédactrice en chef et peut-être un jour, RT va venir à Madagascar. On le veut bien en tout cas. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président. Bon fin de séjour en Russie. On espère que ça va très bien se passer. Merci beaucoup.